All right. Bon, mesdames et messieurs, bien le bonsoir. Je serai même poétique. Mais je suis très heureux de vous voir là ce soir, comme régulièrement pendant l'année et souvent pendant l'été. Je vais vous proposer un diaporama sur le village du Brusque et le bord de mer, on va dire. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'intérêt que vous portez au passé de notre village. Je suis un humble ambassadeur des gens qui ont fait du Brusque et de Sifour ce que le Brusque et Sifour sont aujourd'hui. Mais j'aime bien être un petit peu nostalgique, mais pas passéiste. C'est-à-dire que l'évolution est ce qu'elle est. Le Brusque était ce qu'il était, Sifour c'est ce qu'il était, et aujourd'hui il est devenu ce qu'il est. Le bonheur pour les anciens, comme moi, je suis de plus en plus un ancien, le bonheur d'avoir connu, comme c'était avant, me rend nostalgique, mais ça ne veut pas dire que je préférais. Voilà, que ce soit bien clair, par rapport à la jeunesse qui peut être ici, ou dans la salle ce soir dehors, lorsque chaque fois que l'on dit que c'était mieux avant, on envoie un message négatif à la jeunesse. Et ça, c'est pas bon. Après, la jeunesse, quand on leur dit que c'était mieux avant, que maintenant on est trop nombreux, qu'ils font du bruit avec leur mobilette, en retour, ils manqueront de respect pour les anciens. Donc c'est pour ça que je dis toujours avec beaucoup de pincettes, j'explique comment c'était avant et pourquoi c'est devenu comme ça aujourd'hui. Voilà, alors ce sont de longues années de recherche de vieilles photos et de cartes postales. Et on va faire une balade depuis l'île des Ambiers. On va suivre un parcours, l'île du Gao, la corniche des îles, la lagune, le village du Brusque, la plage du Cros, la plage des Charmettes, la plage de la Coudoulière, Bonne-Grâce. Et on va voir on va balayer un petit peu tout le littoral. Chaque fois, je pars d'une photo qui est assez récente, qui a 4 ans, 5 ans, 10 ans. Vous allez donc reconnaître pour vous situer. Et après, je remonte le temps de photo en photo. C'est ouvert à tout le monde. Ceux qui veulent intervenir, ils interviennent quand ils veulent, ils crient, ils lèvent le bras. Ce que je vais vous raconter, c'est ce qu'on m'a raconté. C'est-à-dire que je vais vous dire ce que les anciens m'ont dit. Il peut y avoir des erreurs. Si parmi vous, il y a des gens qui peuvent apporter la correction à ce que je peux dire, je ne serai jamais fâché. Voilà. Je m'appelle André Mercheyer. André Mercheyer, on m'a abordé tout à l'heure. Ma grand-mère Mercheyer avait horreur qu'on dise Mercheyer. Alors au départ, c'est Marcheyer, c'est celui qui faisait les marchés. Et on mettait le nom de famille au féminin à l'époque. C'est devenu Monsieur Marcheyer, Madame Marcheyer. Voilà. Alors après, personnellement, vous dites comme vous voulez. Alors ça, c'est l'île des Ambiers. Alors j'ai un petit point rouge, voilà, si je ne me trompe pas de... Voilà. Donc vous voyez le petit point rouge là-haut, ça c'est sur la maison de Madame la fille de Monsieur Ricard, maintenant Patricia. Quand vous arrivez en bateau sur l'île, vous la voyez là, un petit peu en hauteur au-dessus de la mer, si vous voulez. Ça c'est l'entrée, c'est la jetée actuelle, et ça c'est le vieux port actuel. C'est-à-dire quand on rentre aux Ambiers, il est à droite. Pendant 11 siècles, les Ambiers c'était des marais salants. Donc le port n'existait pas, c'était des grands marais salants, exploités tour à tour par des moines, des nobles, mais c'est devenu après la Révolution une exploitation qui a été confiée à une famille, c'était la famille Audibert, et après la Révolution, la concession c'était de fournir le sel à tous les Sifournais toute l'année. Et comme en 1790 il y avait à peu près 10 familles à Sifour, ça fait que la concession n'était pas chère du tout. Vous voyez ici, ça c'est un douanier. Évidemment, à l'époque, ça va revenir souvent, le sentier du littoral, c'est le sentier qu'utilisaient les douaniers pour surveiller le trafic. Alors à l'époque, c'était pas la drogue, c'était tout simplement le trafic de cigarettes et d'alcool. Alors des bateaux débarquaient des caisses la nuit et revendaient dans la région. Vous voyez que les Ambiers ici en A, c'est une erreur, c'était phonétique. Les photographes ils arrivaient de Marseille ou de Toulon, il y avait 2 ou 3 grands photographes connus, et ils avaient un appareil photo sur pied, un petit peu comme ce qui est devant moi là, et puis avec le tissu noir par-dessus, ils faisaient 6 ou 12 photos. Et puis après, ils demandaient aux gens comment ça s'appelle ici, on leur a dit les Ambiers. Suivante, Linda. Je lève le doigt, chaque fois qu'il faut passer. Alors, ici on est sur l'île des Ambiers.
là-bas au bout, vous voyez, c'est la corniche du Gao, avec le CCAS de l'EDF Martin-les-Idées, que beaucoup de monde connaît. Vous avez toujours la maison de famille Ricard ici. Et les marais salants, ça c'est le port, hein, le port des Ambiers. Et là, ici, c'est la lagune, vous voyez. Ça veut dire que l'île des Ambiers, en réalité, c'était ça, et elle s'arrêtait ici. Après, il y avait les marais salants, et en face, il y a l'île de la Tour Fondue que l'on voit ici, la Pinède qui était en face de vous sur la gauche. C'était deux îles, c'est très important, que l'on a reliées par les marais salants à l'époque. Devant vous ici, ce n'est pas un puits, ce n'est pas une maison, une cabane de berger, c'est un four à soude. C'est-à-dire que le chlorure de sodium, on le portait à haute température, le chlore s'évaporait, il restait la soude. Avec ça, on faisait les savons de Marseille, tout ce qu'on veut. Sauf que les Brusquins, au bout de quelques décennies, ça a dû durer un petit moment quand même, ils en avaient marre d'être emboucanés. Quand il y avait je ne suis pas poétique, ils en avaient marre, par temps de Mistral, de sentir l'odeur du chlore sur le port, et c'était insupportable. Ils ont réussi, en écrivant au préfet, en faisant des courriers, à faire stopper l'exploitation du force. Voilà. Voilà, suivante Linda, s'il te plaît. Merci. Alors là, on est de l'autre côté. La photo d'en face, d'avant était prise ici, là, hein, et la maison est sur la gauche ici. Donc là, on est de l'autre côté. Vous voyez là, actuellement, ça c'est le port, toujours pareil. Là, vous avez les maisons des douanes. Actuellement, ce sont des locations d'été, des gîtes, des chambres d'hôtes. Ici, il y a le fort, là où il y a maintenant l'Institut océanographique Paul Ricard. Et l'entrée du port, quand vous allez en bateau, vous rentrez ici. Vous voyez ? Quand M. Paul Ricard a acheté l'île en 1958, il a commencé par creuser le port. Il a descendu à 3-4 mètres de profondeur. Et ils ont fait ensuite les quais en béton, ils ont coulé le béton, et à la fin, ils ont ouvert ici pour faire rentrer l'eau progressivement dans le port. C'est pas un port qui a été creusé alors qu'il était inondé. Voilà, ici, ce sont l'état de sel, ici, voilà, l'état de sel, et la réserve ici. Suivante. Voilà, vous voyez le port en construction. Donc vous voyez ici, il y avait les réserves de sel ici, hein, et puis après on a ouvert ici, comme ça, et l'eau est rentrée. Là on voit bien les quais faits. Là ici c'est encore terrassé, c'est là où on a construit ensuite le grand hôtel, l'hôtel Hélios. Hélios, c'est ça, oui, voilà. Et là c'est la supérette, et avec le bar l'accueil, je dis toujours chez Charles Bougnette. Et là vous voyez bien, l'île de la Tour Fondue. Oh, c'est agréable le vent, ça fait du bien, je ne sais pas vous, mais on a moins chaud. Ça, c'est l'île de la Tour Fondue, en Pinède, qui était une île protégée. Et ensuite, ici, vous voyez, là, il y avait les marais salants, qui venaient jusqu'ici, là, vous voyez, le petit trait blanc. Là, et ça, c'était les marais salants aussi. Là, on a commencé à combler ici, pour faire, maintenant, il y a des jeux de pétanque, des zones d'activité ludique. Et après, on a fait cette petite jetée, là, pour relier l'île des Ambiers à l'île de la Tour Fondue. Je reviendrai tout au long de la soirée à ce comblement ici, parce que je pense qu'il a été très important dans l'envasement de la lagune. Voilà. Photo suivante, s'il te plaît. Voilà, une vue aérienne. À l'époque, il n'y avait pas de drone, c'est un hélicoptère qui a dû prendre ça. Ici, donc, les maisons des douanes, vous voyez là, ici, je les ai tout à l'heure. Sur la gauche, ici, on ne le voit pas, mais c'est juste après l'Institut Paul Ricard. Ce que l'on voit sur la photo ici, là, c'est la piscine. Il y avait une piscine de 50 mètres olympique, à l'eau de mer. N'étant pas très rentable, surtout pendant l'hiver, n'étant pas très rentable, elle a été abandonnée. La famille Ricard a fait une grande salle de fête. Ils ont bouché la piscine. Ils ont fait une grande salle des fêtes à la surface de la piscine. Et ensuite, ils ont ouvert le dessous, par le devant, ici. On accède par ici devant, là, tout le long. Ils ont fait des locaux commerciaux dans le fond de la piscine. Voilà pour le 1. Ensuite, voilà ici le port des jeunes qu'on appelle, qui commence à être fait. Mais il a été inexploité jusque dans les années 85 à peu près. Ils ont commencé à mettre des bateaux ici, quand là c'était bien plein, bien complet. Là c'est la cave coopérative. Et la chapelle, elle est par là, je ne la vois pas. Elle n'est pas encore construite, évidemment, elle a été construite un peu plus tard. Allez, photo suivante, Linda, s'il te plaît. Merci. Alors, on est aux Ambiers, toujours pareil. Et là, on est en orientation vers l'île du Gao, ici, vous voyez l'île du Gao. Et vous voyez les tentes ici, vous voyez le Gao, c'était un camping. Hein. On en reparlera tout à l'heure. La statue de la Vénus, dont on a parlé tout à l'heure sur le diaporama du monsieur qui était avant moi. Ici, il y a le petit point rouge.
Et là actuellement, c'est le petit restaurant, la Guinguette, l'avenue du Gao. Et là, il y avait le restaurant, le Royaume de la Bouillabaisse. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est que là, vous voyez, tout ça, là, ce sont des vignes. Là, on a commencé à planter les vignes. Dans les années 70-75, il a commencé à faire des vignes. Vin blanc, vin rosé, vin rouge. Île des Ambiers. Allez, Linda. 1970, voilà, l'Hélios est construit, les bâtiments pour les appartements de vacances sont construits. Là, on voit l'Institut océanographique pour Ricard. Ensuite, M. Ricard, ici, dans ce petit contrebas, ici, il a fait les arènes tauromachiques, qui sont toujours en place actuellement. Là, ici, vous voyez la piscine, hein, et l'église, elle est ici, ça y est, elle est construite. Voilà. Merci Linda. Une vue aérienne, alors là, c'est très intéressante cette photo. L'île des Ambiers, ici. Vous voyez, je fais le tour de l'île des Ambiers avec mon petit point rouge, là, hein, comme ça. L'île de la Tour Fondue, voilà. Hein. Et ensuite, donc, cette digue-là et cette digue-là ont obstrué ce passage ici, parce que le Mistral arrive comme ça, là, en diagonale. Et ça, je ne vous dis pas. Et après, ça pouvait faire une circulation d'eau vers ici ou vers là. Ici au milieu, quand vous allez vous promener le long de la lagune, vous voyez des piquets qui sortent de l'eau. C'est un ancien, on appelle le parc à moules, mais c'était l'affinage. C'était M. Caranta, le grand-père Chamba. C'était les dernières semaines, il allait chercher les moules à Tamaris, et il les mettait encore ici pendant quelques semaines pour les épurer. Et après, il les vendait au Gao, là où il y a maintenant le restaurant La Lagune. C'était une petite guinguette, mais vous la verrez tout à l'heure. Sur cette photo, ce qu'il y a de très intéressant, parce qu'on ne le voit que quand on est très haut en l'air, vous voyez ici, là, vous voyez, au fond de l'eau, il y a un passage qui a été empierré. Ça, c'est la route du sel, qui ensuite a servi, lors du camping, pour faire passer les caravanes avec un tracteur et une remorque. Il y avait un tracteur qui tirait une remorque, on mettait la caravane sur la remorque, et on passait les caravanes sur le camping du Gao. Mais au départ, c'est la route du sel. On relevait le sel dans les salins ici et là, et à dos d'homme, à pied, il traversait, ici, il y a à peu près 40-50 cm, ici, là vous n'avez pas pied, mais de là à là, vous avez pied, parce que ça a été enroché au fond pour pas que les hommes s'enfoncent lorsqu'ils avaient 50 kg sur le dos. Ils traversaient l'île à pied avec les sacs de sel, et ensuite ils traversaient sur le passage ici. Ça aussi, je pense, ça fait du mal au passage du courant, hein, mais c'est encore autre chose. Et ensuite ici, ce que l'on voit, c'est la construction de la base nautique. J'en reparlerai tout à l'heure. Ici, il y avait un club, c'est les années 80 ça, il y avait un club hippique sur l'île, vous voyez ici, le gars au milieu il avait des chevaux, et c'était une piste pour les faire galoper, c'était un hippodrome, qui n'était pas immense, mais c'était un hippodrome, moi je m'en rappelle très bien. Et ensuite ici, là, c'était le terrain de football. Tout à l'heure le monsieur disait qu'il y avait un endroit qui était aride, c'est parce que tout simplement, il y avait au Brusque un club de football, et on avait fait ce terrain dans les années 65 à peu près, pour que les enfants du Brusque puissent jouer au football. Et alors, il y avait un bac, je vous en parlais tout à l'heure de ce bac. Allez, l'île du Rouveau, au fond. Voilà, l'île du Rouveau, l'île de la Covelle et l'île des Magnons. Voilà une autre vue aérienne. Bon, là, on voit que les Ambiers ont pris une tournure un peu plus... c'est un peu plus rangé. On voit les restants pour les vignes, etc. Hein. Il faut savoir que M. Paul Ricard et son fils, Patrick, sont enterrés ici, au sommet de... Quand on est sur l'île du Gao, vous voyez une petite tour. Une tour en haut, c'est un réservoir d'eau. Et M. Paul Ricard est enterré en terre. Il n'y a pas de caveau en marbre ou en pierre, quoi que ce soit. Et à sa demande, c'est 8 chèvres du Rove qui broutent l'herbe autour de la pierre où il est enterré, avec son fils qui a revenu très peu de temps après. Voilà, bon là le port des jeunes est ouvert, on a aménagé les terrains de boules, les terrains de tennis. Il y a dans la Pinède ici un circuit vélo que Raymond Poulidor était venu inaugurer, je m'en rappelle, j'y étais. Voilà, les arènes ont été construites, vous voyez ici, elles ont été construites là, je jette peut-être. Les arènes ici ont été construites. Voilà ce que l'on peut dire sur cette photo. Bon, le nori de Toto Joliveau, notre ami, avec la couleur rose, lit de vin, c'est la couleur qui était marquée sur le pot. Le bateau azur de la famille Ferraud, et je crois que c'est le Magali
à l'époque, c'était Léon Dodero, maintenant c'est notre ami, le réparateur de bateaux de Luca Pian, Fred Agostinetti. Voilà, au fond, là-haut, qui veille sur nous, c'est la statue, l'avenue du Gao, qui a une très belle histoire. La dame qui a posé pour faire la statue, à l'époque, elle avait 14 ans, et elle a aujourd'hui, je ne vais pas dire son âge, elle est magnifique, merveilleuse. Une belle dame, très très bien conservée, qui marche beaucoup, qui est adorable. Madame Molitor. Et son papa, c'était Robert Forer. Et Robert Forer, c'est l'avenue qui part de la plage du Gros, qui monte vers la maison de retraite des Charmettes. L'avenue Robert Forer. C'est le sculpteur qui a sculpté la statue. Et quand vous montez la statue l'avenue d'eau à la mer, et que vous remontez vers la maison de retraite, sur la gauche, il y a une maison qui a une petite surface au sol, qui doit faire 7-8 mètres par 4 mètres, comme ça, et avec un étage, elle est haute. C'est la maison de M. Robert Forer, là où il taillait les pierres. Ok, Lina. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise il y a 7-8 ans maintenant. C'est l'aménagement du ponton des pêcheurs au Gao, avec l'entrée, là, de la pleine mer. Vas-y, Lina. Voilà, 120 ans plus tôt. Hein. Donc, refais un petit coup arrière, voilà, et un petit coup avant. Voilà, hein. Donc on voit bien, là, où on a fait le ponton. Avant, les pêcheurs se mettaient là à l'abri, parce que quand un pêcheur de brusque faisait le tour des Ambiers pour aller caler les filets au large du Gao ou du Mont-Salvat, perdait 1h30 le matin et 1h30 le soir. Donc il rentrait se mettre à l'abri au Gao, il revenait à pied ou à vélo, etc. Hein. Voilà. Vas-y, Linda. Voilà. Donc là, on est tourné vers la lagune. Hein. Donc le quai ici a été fait comme ça maintenant, ici, là, voilà. La passerelle actuelle, elle enjambe ici comme ça. Ça, c'est la lagune. Et ça, au fond, c'est les Ambiers. Je vous ferai remarquer qu'ici, sur l'île du Gao, il n'y a pas d'arbres. Vous allez le voir plus tard. Mais les arbres sur l'île du Gao, ils sont en fin de vie, ils ont 60-70 ans à peu près tous, c'est une fin de génération, mais les pins montent rapidement, les racines sont hors du sol souvent par l'érosion, donc à un moment il y en a un qui tombe, et comme ils se retiennent tous par la tête, c'est comme les cartes, quand il y en a un qui tombe, celui d'après il tombe, celui d'après il tombe, et à la fin ils sont tous par terre, et après il repart une génération d'arbres, qui a à peu près 70 ans d'espérance de vie. Voilà, donc ici, le même passage qui a été empierré ici pour protéger un petit peu les bateaux qui sont amarrés le long du quai. Là, ici, vous voyez les gens qui sont sur un bac, et on faisait passer les gens ici, ils arrivaient ici, et là, il y avait la petite guérite où on payait. On donnait une petite pièce blanche ou jaune à l'époque, en francs. Hein. Mais on en reparlera tout à l'heure du bac. Allez, Linda. Voilà, là, nous sommes en face, on est sur l'île du Gao, avec la passerelle ici, et le restaurant de la lagune, qui s'est longtemps appelé le royaume de la bouillabaisse, chez Francis, chez Mario, etc. Hein. Vas-y, Linda. Voilà le même endroit. Alors celui-là d'endroit, il est pas mal, parce que ici vous avez le restaurant qui est une petite guinguette en bois, mais tout à l'heure je vous la montrerai en photo, vous la verrez mieux. Et ce bateau, c'est le premier bac. Le premier bac où quelqu'un avait une bonne idée. Je pense que c'est le monsieur qui est debout à l'arrière ici. Il avait au milieu, là où il y a le moteur normalement, il avait enlevé le moteur. À l'arrière, vous voyez la corde ici, là, derrière, elle est attachée en face, elle rentre dans le bateau, elle ressort le petit trou ici qui est devant, vous voyez, et la corde ici, elle va sur l'île du Gao. Et il faisait monter les gens à bord, les femmes en dimanche, ça doit être un dimanche, parce que les gens n'avaient que le dimanche pour se promener. Ils travaillaient 6 jours sur 7, ils n'avaient pas de congé, il ne faut pas l'oublier. Et ils tiraient sur la corde qui traversait le bateau pour faire traverser les gens. Voilà comment a été inventé le premier bac du Gao. Là, pareil, nous sommes en face, il y a ni bac ni passerelle, il n'y a rien. Il devait y avoir toujours ce bateau qui faisait la traversée. Là, hein. Voilà, bon, c'est une photo en noir et blanc qui a été teintée les années 55-65, en gros. Hein. Pardon, oui, c'est pas grave. Là, ici, il a commencé à faire un petit restaurant en dur. Reviens à la photo d'après, vas-y. Vous voyez, c'était tout en bois, une simple guinguette. Hein. Voilà. Monsieur Caranta, au fond, on voit le mets, la chapelle ici. Là, hein. Voilà la lagune qui a été construite en 1992. 1992. Vas-y, Linda. Alors, pareil, reviens en arrière. Vous voyez la forêt d'arbres. Vas-y. Voilà, il n'y avait pas un arbre. Hein. Parce que dans l'esprit des gens, on dit toujours « Avant, il y avait des arbres, maintenant, on a tout coupé. » C'est faux, faux, faux. Il n'y avait pas d'arbres. On a planté des pins pour la marine. D'ailleurs, le pin, qui n'est pas le plus
beau des arbres, le plus pratique, parce qu'il est plein de résine, il brûle comme une torche. Il vaut bien mieux, c'est bien mieux le chêne et l'olivier. À l'époque des Romains, la forêt de la Provençale, celle du Mai et les environs de Toulon, c'était des oliviers et des chênes, verts et lièges. Il n'y avait pas de pin. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Vas-y, Linda. Voilà donc le bac dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est l'époque du camping, donc, puisque vous voyez en face ici, il y avait les toilettes et les douches. Ce camping a été fermé dans les années 85-88, je ne sais pas, 85 je pense. Oui, j'ai des repères, c'est plutôt 83-85. Ça a été très difficile, il a fallu envoyer la police montée, les CRS pour faire évacuer les gens qui ne voulaient pas partir. Ça a été une catastrophe parce que pendant 50 ans, les gens avaient une caravane sur l'île, ils habitaient Marseille, Toulon, les gens de la région. Alors les vacances, ils venaient les passer sur l'île du Gard, et pendant toute l'année, ils venaient tous les week-ends. Au printemps, ils laissaient la femme, les enfants la semaine pour les vacances de Pâques. Le papa repartait travailler, mais il y avait toujours beaucoup de familles qui vivaient sur l'île. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont été très nombreux. Il n'y avait que 3 WC, 3 douches pour 700 ou 800 personnes. Donc c'était devenu complètement obsolète. L'hygiène est passée, c'était impossible de le laisser. Et pour faire évacuer les gens qui, eux, avaient pris beaucoup d'aise, il ne faut pas l'oublier, il y avait une caravane. Et puis après, dans la caravane qui était là, qui n'avait pas bougé depuis 15 ans ou 20 ans, alors ils avaient fait une terrasse en béton, après ils avaient carrelé, après ils avaient mis de l'aluminium avec des baies vitrées, et puis après devant, il y avait le jardin potager avec les tomates et les framboises. Et donc, on n'a pas pu après laisser ça comme ça, c'était pas possible. Alors ça a fait, évidemment, parce que moi j'avais des amis quand j'étais jeune qui habitaient là 6 mois par an. Et ça les a rendus très malheureux parce que c'était des résidences secondaires, c'était dans un jardin d'Éden. Parce que l'île du Gard, dans ces années-là, c'était le paradis. Et ça a été difficile de les faire sortir. Et en plus, il s'est vendu des choses comme ça. Il faut le savoir. Moi, j'ai connu des gens qui ont été expropriés 6 mois après avoir acheté, style 50 000 € la caravane. Donc, il y avait un truc, ça se vendait comme ça au noir. Il y a eu des grands malheurs. Voilà, ici devant, hop, voilà, les lamborniers pour attraper les murènes et les congres. Ça, c'est des paniers pour attraper des poissons, voilà. Vas-y, bon, le bac avait la 403, les années 60, j'imagine, 70, voilà. 403 Peugeot. La passerelle au jour d'aujourd'hui, tu veux passer Linda, c'est pour vous repérer. Ah ben c'est la même qu'avant, ça. Tu t'es pas trompé. Voilà. Ça, c'est la guérite du monsieur qui faisait payer. Alors, pendant des années, j'ai passé des photos sur le Brusque et sur Sifour et je ne savais pas qui c'était ce monsieur. Alors, s'il y en a qui sont de Sifour ou du Brusque ici, c'est Peton, le papa d'Alain Bersano. Voilà. Et ce jour-là, il était là parce que comment ça s'appelait, Robert, qui avait les moustaches, qui faisait passer toute l'année, ce jour-là, il était malade et c'était M. Bersano qui était venu le remplacer ce jour-là. Allez, on y va, Linda. Voilà la passerelle en construction. J'adore ces photos, moi, parce que dès que je vois quelque chose qui se construit, je vais toujours prendre mon appareil photo pour avoir une photo de l'instant qui est très furtif. La construction, ça dure quelques semaines. Et après, on sait comment c'était avant, après, mais pas pendant. Voilà. Voilà la route du sel, vous voyez. Je ne l'ai pas inventé. Les marais salants. Et voilà, par où passaient les porteurs de sel à pied. Vous voyez, hop, voilà. Les ambiers, le gars, ils passaient à pied ici, et ils portaient au Bruce sur le port, où là, il y avait des bateaux qui embarquaient le sel. Voilà la route du sel qui servait pour passer les caravanes. Hein. Voilà, c'était rigolo. Hein. Voilà, chaque fois qu'il y avait une caravane qui arrivait, c'était l'animation du camping. Et ça, c'est aujourd'hui. Vous voyez le vestige, quand vous arrivez sur l'île, à droite, quand vous arrivez sur l'île, vous avez ce vestige-là, et vous voyez, là, on voit ici, il y a très peu de fond, et ça traverse, et ça va en face. Bon, ben, tu peux passer, elle est magnifique cette photo, c'est une grande inquiétude. Voilà, en face, vous avez, à l'époque c'est un restaurant, le Grand Large, et ça c'est la famille Petit-Jean, une famille de gens du Brusque, mais qui sont arrivés, c'est des pieds noirs, ils sont arrivés en 62, hein, et c'est des Brusquins, et c'est les petits-enfants qui ont ouvert, c'est pas les deux frères, c'est les deux cousins, qui ont ouvert cette guinguette il y a 7-8 ans maintenant, quoi. Voilà. Bon, ben ça c'est aujourd'hui, la passerelle et la chapelle du Mai avec l'antenne de télé, le relais. La passerelle aujourd'hui, je mets la photo parce que j'ai pris le même angle que la photo suivante. Je crois qu'elle a 115 ans. Vas-y Linda, voilà, 1907. Hein. Vous voyez la passerelle, elle était en bois. Alors, quand il y avait des thons, il y avait des thons. Ça rigolait pas. Hein. Quand il y avait des thons,
il y avait, au large du Gave, ça faisait de l'écume. On croyait qu'on avait mis le réchaud dessous et que la mer elle bouillait. Ça éclaboussait partout. Et il y avait un pêcheur qui passait par là. Il arrivait en courant vite, vite, vite. Il faut aller mettre les filets pour les thons. Et alors, avec la brouette, il passait avec les filets, il passait là-dessus. Ils allaient embarquer les filets sur le bateau. Ils allaient mettre les filets depuis le bord droit vers le sud. Et les thons qui faisaient est-ouest, qui faisaient hier le Porquerolles vers Cassis, Marseille, et bien quand le filet faisait 1 kilomètre de long, mais ils en prenaient des tonnes. Voilà. Voilà l'anecdote, c'est le pont du Gard. De l'autre côté, là on voit la corniche du Gard. Ouais, voilà, c'est pas la maison du patrimoine, ça je crois pas, non. Elle est un peu plus loin. Alors ça c'est l'époque terrible où en plus d'avoir bouché la lagune de tous les côtés, on avait bouché là aussi. Voilà la guinguette des petits gens, l'avenue du Gard, le restaurant, la lagune, et là ici il y a une passerelle. Et pendant une dizaine d'années, on l'avait bouché en plus. Alors là, ça permettait d'ensabler encore plus, donc du coup ça servait de parking de voitures. Parce que vous voyez les voitures qu'il y a ici, là, c'était le parking des campeurs de l'île du Gard. Alors quand il y avait 800 campeurs, il y avait 200 voitures. Hein. Et là, ben, comme il manquait un peu de place là-bas, ils se garaient là. Voilà, c'était le bout du monde parking. Qu'est-ce que je peux dire sur ce non, j'ai rien de plus à raconter. Allez, vas-y. La lagune aujourd'hui, vas-y. Voilà la lagune. Donc le royaume de la bouillabaisse, ça c'est les années 60, on va dire. Vas-y, Linda. Voilà. Et ça, c'est M. Caranta. Sa fille, c'est la bergère du Montant-Aumé, Madame Chamba. Et ça, c'était la guinguette où il faisait déguster. Après avoir affiné les moules les huîtres les dernières semaines, il les faisait déguster là, à la table. Alors, là, il y a des clients, vous voyez, beaucoup de clients. Et alors là, il y a un drapeau ici. Alors, je vais vous raconter ce qu'on m'a raconté, puisqu'on me l'a raconté, je vous le transmets. Les siphonniers sont des grands braconniers. Ils attrapent les petits oiseaux avec des pièges, avec les fourmis et les aludes qu'on appelle. Et ils fabriquent les pièges avec du cuivre. Ils font les ressorts sur un stylo, un crayon en le roulant, ça fait des ressorts pour tendre les arcs de cercle en cuivre pour attraper les oiseaux quand ils viennent manger la fourmi avec les ailes. Et quand il arrivait la police montée, qui faisait la chasse aux braconniers, ben, M. Caranta, comme il savait que les braconniers étaient sur l'île du Gard en train de mettre les pièges, eh ben, il montait le drapeau pour les prévenir. Voilà. Dans le plus grand silence, pas d'éclat de voix, pas de coup de sifflet, et voilà. Et on cachait les oiseaux le temps que la police montée reparte. Voilà. Et on me l'a raconté, mais je l'ai vu quand même. Hein. Voilà. C'est sûr et certain. Ça, c'est la pêche à la seiche. C'est dans la lagune. Alors, la pêche à la seiche, j'ai un film là-dessus. Parfois, je passe ici, là, quand je viens. Alors, la lagune, elle est grande, la lagune. Hein. Le matin, de bonne heure, au lever du soleil, on mettait un filet en travers depuis la base nautique jusqu'à l'île des Ambiers, sur la barrière de Posidonie. On barrait avec un filet le passage entre l'île du Gard et la terre, un filet entre l'île du Gard et l'île des Ambiers, et après on venait chercher le grand filet, et toute la journée on le rabattait vers l'île du Gard. C'est-à-dire qu'on ratissait toute la lagune de nord au sud. Et à la fin de la journée, dans ces filets, il n'y avait pas beaucoup, 6 tonnes, 8 tonnes de poissons. Ça se faisait en général au mois de septembre, quand les poissons venaient frayer. On prenait des femelles avec des milliers d'œufs dans le ventre, et c'était un massacre. On a laissé terminer les vieux avec ça, progressivement ça s'est éteint, maintenant ça ne se fait plus. Mais je peux vous dire que c'était impressionnant, le dernier hectare, quand il restait 100 mètres par 100 mètres de filet, de l'eau plus bas que les genoux, il y avait tellement de poissons qui sortaient de l'eau en épaisseur. Et on les piquait avec des fourches, on les envoyait avec des salabres, c'était... Et là, il y avait tous les restaurateurs de Bandol, Sanary, la Seigne, Toulon, le Brusque, etc., Sifour. Et ils venaient avec des liasses de billets, là, et puis ils achetaient les poissons les plus gros pour faire des banquets, voilà. Et c'était magnifique, hein, sur le film, c'est impressionnant. Mais on ne peut pas nier le fait qu'on faisait du mal, puisque les poissons venaient dans la lagune pour pondre, et ils n'en ressortaient jamais, avec les œufs dans le ventre. Voilà. Voilà, donc vous voyez l'île des Ambiers, le passage entre l'île des Ambiers et la Tour Fondue ici, là, avec les barres salants, voilà, le passage entre les Ambiers et le Gard, le camping, le terrain de foot,
la piste de l'ancienne piste du club hippique, le parking ici, ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est la route qui va au Gard. On avance un peu. À droite, la base nautique. Regardez bien ces deux maisons. Là, vous allez les voir sur la photo d'avant, mais il y a longtemps. Voilà, c'est les deux mêmes maisons. Les deux maisons qui étaient tout à l'heure. Vous voyez que l'eau venait au ras des maisons. Et il n'y avait que le sentier des douaniers. Il n'y avait pas de route, pas de remblai, pas la base nautique. Vas-y, Linda. Voilà, les deux mêmes maisons toujours, avec la route qui a été construite. On voit la cabane des Marais Salants ici. Cette route, il faut savoir, après la guerre en 1945, Toulon a été bombardé, la flotte s'est sabordée, la ville de Toulon a été détruite, les arsenaux ont été détruits. Il y avait énormément de gravats. Tellement de gravats qu'on avait mis une voie ferrée qui partait depuis le centre de Toulon, une voie qui partait vers l'est, derrière, et une voie qui partait vers l'ouest, vers la Seine. Mais après, une fois qu'ils avaient sorti les gravats, qu'ils arrivaient à la Seine, on en faisait quoi? Il y avait des montagnes. Eh ben, il y avait un ingénieur de la DDE qui habitait une maison au bout là-bas, un peu sur la gauche, sur la mer, et qui a dit, écoutez, pour rentrer chez moi, je me fais suer tous les jours, je finis dans des chemins mal carrossés, et ben, vous allez au bout du port, et puis vous mettez les gravats tout le long du chemin des douaniers vers le Gard. Et donc cette route a été construite avec les gravats des bombardements de la ville de Toulon. Voilà. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas toujours beau temps au Brusque, de temps en temps il neige. Ça, c'est 1963. Le CCAS Martin Zédé, vous connaissez quand vous allez au Gard. Alors, contre le mur que vous voyez ici, il y a un parking, il y a la route qui va dans un sens, la route qui revient, le parking central au milieu, il y a les terrains de boules, hein, alors qu'avant, les gens, ils pêchaient par-dessus le mur. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ce mur, avant qu'il y ait Martin Zédé, c'était les gadous. C'est-à-dire que où il y a le Martin Zédé aujourd'hui, c'est là où on brûlait les bordilles. Alors il n'y avait pas de plastique, on ne brûlait pas le plastique, tout ce qui était comme ça, mais il y avait les déchets de bois, de papier, de carton, tout ce qu'on faisait brûler. Et ça brûlait. Dès qu'il y avait 2-3 personnes qui avaient jeté leurs déchets, on mettait une allumette. Et ça comme c'était partout avant, hein, mais c'était là-bas le long de la mer. Voilà le Martin Zédé. Bon, il y a le transfo devant, mais c'est juste pour vous montrer. Allez, vas-y Linda, voilà. Donc le Martin Zédé, exactement, et vous voyez, il était les pieds dans l'eau. Il y a un grillage. Martin Zédé, c'était un monsieur qui avait une belle propriété. Il y avait des biches, des cerfs à l'intérieur, il y avait des gardiens avec une casquette, il y marqué gardien, il était surveillé, etc. Des gens de maison. Et ce monsieur, on me l'a raconté, il partait pendant des mois, on ne le voyait plus dans le Brusque, et puis un jour il revenait 15 jours, un mois, il était très généreux, il faisait des cadeaux aux enfants, il était très gentil avec les dames, il offrait des fleurs pas à tout le monde. Vraiment très gentil, il avait de l'argent, il était très gentil. Puis après il repartait pendant un an, on ne le voyait pas, et puis il revenait, chargé de cadeaux toujours. Alors dans le Brusque, il y avait une rumeur qui disait que c'était un... Je suis fatigué. Un pirate, ça y est, voilà. On disait que c'était un pirate des mers qui devait attaquer les bateaux en mer et les détrousser. Voilà, mais en réalité, c'était un monsieur qui travaillait tout gentiment à l'usine de torpilles à Toulon et à Saint-Tropez. Voilà, donc la lagune avec les restes du bois du parc à moules. Au fond, vous voyez les hauts de bandeaux, là, vous voyez les immeubles. Quand on est loin en bateau, en mer, c'est à ça qu'on se repère souvent. C'est un insigne, comme on dit dans le Midi. La lagune, bon, avec les pontons de l'époque, aujourd'hui, ils sont un peu plus stables, un peu mieux construits, mais c'est toujours... il faut savoir que ces pontons dans la lagune, ils sont interdits. Ils sont interdits, et il a fallu que l'opiniâtreté d'une association de gens du coin, qui sont pas loin, là, qui défendent les intérêts des bateaux, les pointus, les bateaux historiques de la Méditerranée. Il a fallu le secours de la municipalité auprès du préfet pour qu'on puisse obtenir qu'on laisse ces pontons dans la lagune. Et là, on a une autorisation provisoire qui est reconduite régulièrement, mais ce n'est pas encore sûr et certain qu'on puisse les garder pendant des siècles et des siècles. Donc il faut se battre, alors que vous venez ici à la mi-saison, il y a des gens qui prennent des photos, qui peignent les pointus, etc. Et même pire, le jour où les gens de la mairie sont allés voir le préfet
pour lui demander l'indulgence de laisser les pointus dans la lagune. Derrière lui, dans son bureau, il y avait un grand tableau, une œuvre, où il y avait des pointus attachés à des pontons. C'est fabuleux. C'est l'histoire vraie, ça aussi. Allez, on y va. La route qui va au Gard, vas-y Linda, voilà comment c'était avant, vous voyez le Brusque derrière, ici, là, 1910, et là voilà la route qui allait au Gard, c'était le chemin des douaniers toujours, hein. Vas-y Linda. Voilà, ça c'est intéressant, parce que là on vient de faire le terre-plein de la base nautique. On ne vient pas de le faire parce que le club de voile, il est déjà un petit peu construit là. Parce que vous allez voir. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez le port du Brusque, vous voyez cette langue de terre qui était mise en travers ici. Vas-y Linda, voilà, la langue de terre, elle est ici. Vous voyez le courant qu'il y a là? Reviens en arrière, voilà. Donc c'est pour vous dire que là il y a des positionniers auxquels on ne peut pas toucher, qu'on n'a pas touché. Là il y a des positionniers qu'on ne peut pas toucher, qu'on n'a pas touché. Et là il n'y en avait pas. Reviens en arrière. En avant, pardon, excusez-moi. Voilà. Vous voyez, il n'y a pas de positionnier ici. C'est pour ça qu'on a pu faire cette avancée-là. Mais quand même, ça coupe le courant. On a encore un petit peu fermé la lagune. Voilà, ça c'est la base nautique. Alors à l'époque, vous voyez, la base nautique était dans un bus. Vous voyez le vieux bus là? Alors, le bureau du président, c'était le poste de conduite. Et on mettait les bateaux à l'extérieur et on rentrait les voiles et les mâts par l'arrière du bus, dans le centre de la longueur. Vas-y. Après, il y a eu des barnums, la base nautique. Vous connaissez les maisons, toujours ici, là. Hein. Les barnums. Vas-y, Linda. Et après, il y a eu la société nautique comme ça. Et puis après, c'est devenu la base nautique actuelle. Vas-y. Oh là, c'est un rappel général, j'ai rien de particulier à dire. Non, vas-y, Linda. Ça, c'est la montée du Gros Pin. C'est l'hôtellerie du Gros Pin. Au bout du port, vous tournez à gauche et de suite à droite pour aller vers le Gard par derrière. Hein. Vas-y, Linda. Voilà exactement l'hôtellerie du Gros Pin. 70 ans avant. Voilà. Et on y joue à la pétanque comme il se doit. Vas-y. Voilà la montée du Gros Pin. Vous regardez bien ces trois maisons, vous allez les voir derrière. Vas-y. Voilà, c'est les mêmes. Pas goudronnés. Et on jouait sur le terrain, même en pente. Vous savez qu'il y a des villages qui sont très en pente où on joue avec des boules de pétanque carrées. Oui, on fait des concours de pétanque carrées. Il y a aussi les boules ovales. Les boules ovales, ça c'est pour prendre les nerfs, parce que la boule est bien pointée, elle va droit vers le bouchon, et puis d'un coup, hop, elle bascule, et puis elle s'en va du bouchon. Voilà. L'église du Brusque, à l'heure actuelle, avec l'école filles à droite et l'école garçons à gauche. Vas-y, voilà. L'église, école garçon et école filles. Vas-y, c'est pareil. Hein. Bon, à part qu'il manque de la peinture, ça n'a pas changé. Hein. 1780. Fabiola, tu peux pas me dire le. Non, 1785 ou 88, je ne me rappelle plus. Voilà, vue de derrière, tu peux passer, Linda. Le port. Aujourd'hui, vas-y. Avant. Donc, ça ici, là, c'est la capitainerie. Et le port ici, on a gagné sur la mer pour faire aller vers le Gard au milieu de l'eau ici, hein, le parking au milieu et le retour du Gard de l'autre côté. D'accord? Voilà, au jour d'aujourd'hui. Vas-y. Et donc, tout ça, ça a été bouché ici pour faire le parking au du port. Ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, les bateaux, on les tirait, ils étaient attachés au ponton et on les tirait sur la grève pour faire l'entretien pendant l'hiver. Hein. Ça, donc, c'est le parking, et on va voir le parking d'avant. Voilà. Ça, c'est les pêcheurs qui faisaient sécher les filets. Hein. Les filets, aujourd'hui, sont en nylon. On peut les laisser une semaine au fond de l'eau, les sortir, prendre les poissons et les remettre une semaine. Ils ne pourrissent pas, ils ne moisissent pas. Avant, ils étaient en chanvre. Ils étaient en chambre. Donc, quand vous avez fait passer 2 jours au fond de l'eau, il fallait les laisser sécher 2 jours. Et ensuite, ils étaient teintés avec de l'écorce de pin. Il y avait un grand chaudron qui se trouvait ici d'ailleurs, où il y a la Prud'homme là, un gros chaudron. Et le soir, on remplissait le chaudron d'eau. Et tous les soirs, on faisait bouillir les filets d'un pêcheur ou de 2 pêcheurs. Mais tout le monde était là pour donner un coup de main. Alors, on mettait dans l'eau bouillante, comme une infusion, des écorces de pin. Ça rendait l'eau marron-rouge. Et ça, vous voyez la couleur marron-rouge pour que le poisson ne voit pas le filet au fond de l'eau. Il le confondait avec le corail et les plantes marines. Allez.
Voilà, ça c'est le quai 245 aujourd'hui. La capitainerie, au jour d'aujourd'hui, qui n'a pas toujours été une capitainerie, vas-y Linda, ça a été au départ l'école. Ça c'est l'école publique, puisqu'il y avait l'école privée près de l'église, il y avait l'école publique, une seule classe du CP au CM2. Il y avait 25, 28, 23 élèves du CP au CM2. Et d'ailleurs, Madame Hannibal, qui aurait plus de 100 ans aujourd'hui, son papa était douanier sur l'île des Ambiers, et dès le CP, elle venait avec sa barque à fond plat, elle traversait la lagune à l'Aviron, et elle venait toute seule à l'école, à 8 ans, pour venir à l'école du Brusque. Voilà le port. Hein. Vous voyez, on peut se tordre les chevilles, les charrettes passaient, s'il avait plu un peu, ça faisait des rigoles. Vous voyez toujours l'école ici, qui est aujourd'hui la capitainerie. Et qui, entre l'école et la capitainerie, était la poste. Hein, c'était la poste pendant de nombreuses années. Une partie de boules sur le port du Brusque. C'est pour ça qu'à un moment, on s'amusait à faire un concours de boules une fois par an, en barrant le port, de manière à se rappeler cette époque-là. Chaque année, on faisait un concours de boules, on barrait le port, on demandait à la mairie de mettre un petit peu de sable, et on pouvait jouer aux boules sur la route. Ça nous rappelait cette époque-là. Vas-y, tu peux passer, c'est juste pour prendre un repère, voilà. Ça, c'est le quai de 145 aujourd'hui, c'est marrant, parce qu'à part de cette photo, ils ont refait la façade l'année dernière, ils l'ont faite en bois, pour rappeler cette époque-là. Alors là, c'est la rue Marius-Bondil qui monte à l'église. Ça, c'est le bar de la Poste, le quai de 145, l'impasse Venelle et l'impasse Valéier, pour ceux qui connaissent. L'épicerie de Monsieur Isnard. Alors je raconte sur l'anecdote, il y en a qui sont déjà venus, ils vont encore l'entendre. On y vendait de tout, il était le seul. Il y avait un boulanger, un boucher et une épicerie, il n'y avait rien d'autre. Et M. Isnard, il vendait ce qu'on lui apportait le matin ou la veille. Et il y a une dame qui rentre et dit « Bonjour M. Isnard, est-ce que vous avez des tomates ?» Et il dit « Non, je suis désolé, j'ai pas de tomates. Mais si vous voulez, j'ai des lacets. » Voilà. Vas-y Linda. Ça, c'est le premier transport en commun, la Patache. Elle faisait le Brus, Sifour, la Seine. La Patache, voilà. Ça, c'est pendant la guerre. Je l'ai mise parce que sur le port de Brusque, les Allemands avaient construit des casemates. Alors, ils avaient fait pareil à la Coudoulière, pareil sur la plage de Bonne-Grâce, hein, il faut le savoir. Ils savaient qu'il allait y avoir un débarquement, mais ils ne savaient pas où. Finalement, il a eu lieu à Cavalère. Hein. Mais ils ont préféré mettre des casemates partout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de la guerre, ces casemates, là, vous voyez là, les gens du Brusque, ils regardaient la mer, en espérant qu'un jour, ils pourraient aller à nouveau naviguer. À la fin de la guerre, on les a dynamités aux pieds, une par une, et on les a fait basculer dans l'eau. Et sur ces casemates, on a construit le quai actuel. Donc, sous le quai actuel, quand vous marchez, il y a les casemates couchées dessous. Hein. Allez, le bar du rivage, l'emblématique bar du rivage où on joue aux boules. Voilà, c'était le café-restaurant du rivage. Vous voyez, c'est marqué là, le rivage. Et il y avait des ombrages. Hein. On jouait aux cartes sous les tamaris. C'était mon premier cabinet aussi, là, quand j'ai commencé à travailler. Boulangerie Castillo, le boulanger qui maintenant fait des pizzas. Allez, avant c'était une épicerie qui s'appelait À la Ressource. Monsieur et Madame Bastien, parents avec les Nans qui ont le restaurant Le Saint-Pierre. Voilà. Alors le yachting qui aujourd'hui, je ne sais plus parce qu'il change souvent de nom, c'est le bistrot. Le bistrot du port, les suites. Voilà. À côté, Phil Boutique. C'était l'ancienne boulangerie. Au fond de son magasin, il y a toujours le four. Voilà. L'épicerie, c'est le bistrot du port aujourd'hui. Et ici, c'était la... Vous voyez marqué boulangerie. Vous voyez la boulangerie là? Voilà. Et c'est fil d'art. Aujourd'hui. Voilà, alors le bistrot qui a retrouvé les briques, il a remis à jour les briques dans sa décoration. Ici, la boulangerie Canol de l'époque, maintenant Jacques Charon. Et le grand hôtel, ici, là, qui a été détruit en 1972. L'avantage qu'il avait, c'est qu'il était, contrairement à l'immeuble d'aujourd'hui, où il y a le caporne et l'électroménager expert, il était construit en retrait. Ça fait que devant la façade du grand hôtel, il y avait une immense terrasse où on mangeait évidemment les bouillabaisse et l'aïoli chez Paul. Vas-y.
Voilà le Grand Hôtel. La Marine, Grand Hôtel. Chez Paul, c'est pas marqué. Mais ça s'appelait chez Paul. Voilà, attends, pas de trottoir, hein, juste de la terre battue. Les maisons ici n'ont absolument pas changé, hein, sur la boucherie. Vas-y. Ben, c'est par rapport à la photo suivante, vas-y. Voilà, c'est exactement la même. L'utile piscine, là. Alors, l'utile piscine, les premiers transports en commun qu'on a vus avec la potache, la calèche, là, c'était l'écurie. C'est là où on mettait les chevaux. Et au fond de l'utile piscine, il y a toujours les anneaux dans le mur. Voilà, vas-y. Voilà. Le Brusque, Régnier, la Seine. Oui, parce que Régnier, on dit Sifour. Hein. Ça n'a jamais autant vexé les Brusquins que de dire que là-bas c'est Sifour, ici c'est le Brusque. Les Brusquins ont été fâchés pendant des décennies. Parce que c'est comme si on disait aux Français que Paris c'est la France. C'est vexant, je ne sais pas d'où vous êtes, mais quand on dit que Paris c'est la France à quelqu'un d'ici, ou à quelqu'un du sud-ouest, ou à quelqu'un de la Bretagne, ou quelqu'un de Strasbourg, qu'on dit que Paris c'est la France, on n'est pas content. Et bien quand on disait que Régnier c'était Sifour, et bien les Brusquins le prenaient mal. Voilà. Et donc ça a toujours fait une guéguerre à cause de ça. Mais je pense qu'en réalité c'est un Brusquin qui parle. Régnier ça veut dire les rainettes, les grenouilles. C'est pas flatteur, hein. Je plaisante. Donc voilà, c'était juste pour l'anecdote, parce que pour comprendre souvent l'opposition qu'il y avait entre le village du Brusque et celui de Régnier. Allez, on y va. Alors là, on commence à avoir les autobus carrossés avec des moteurs. Vas-y, Linda. Alors là, les bateaux, vous voyez, ici, on est toujours, on est face à la rue des Pêcheurs, là où il y a l'épicerie, hein, etc. Et là, on sortait les bateaux ici, ça s'appelait la gandole. La gandole, c'est pas grand-chose, c'est la rigole en réalité. Parce qu'il n'y avait pas encore les avaloirs et les évacuations d'eau de pluie sous les trottoirs. Donc quand il pleuvait, c'est la rue qui servait de rigole. Et la rue des Pêcheurs, quand il pleuvait, tout ce qui venait depuis le Mail, où il y a la supérette, l'avenue du Mail, la supérette, et depuis l'école du Brusque, tout le lotissement des Salles, ça descendait tout droit par cette ruelle. Et donc c'était la rivière quand il pleuvait. Et donc on appelait ça la gandole parce que c'est là que l'eau tombait dans le port. Et comme ça faisait une pente, on profitait pour mettre des rondins et tirer les pointus sur des rondins pour les faire monter sur la terre. Vas-y, Lita. Alors, toujours le même endroit, là on est à la fontaine, sur le Tamaris. La fontaine, elle est derrière nous, là, à l'angle devant la crêperie. Ici, là, ça, c'était le lavoir. Hein, c'est là où les femmes venaient laver. Voilà, la première grue, elle a été dans la gandole, face à la rue des Pêcheurs. La gandole ici, et la première grue. Voilà, la gandole, vous voyez, la rue des Pêcheurs, elle est ici, la gandole était là. Là, maintenant, on a un quai, ça a été construit. Voilà, on n'a pas encore cassé le Grand Hôtel, donc on est en 1965. Le Grand Hôtel construit après 75. Vas-y, Lina, juste pour montrer qu'avant, la passerelle était en bois avec des lattes, et quand on était gamin, on avait peur de passer à travers. La charrette pour les filets qui étaient en chambre et pas en gûte. Vas-y. Le rond-point actuel, vu de dessus les saveurs du Brusque, pour montrer au rond-point qu'il y avait avant. Vas-y. Voilà, le rond-point était triangulaire, hein, d'accord? On ne faisait pas le tour. On passait comme ça, ou alors devant. Les filets qui sèchent, devant la fontaine, toujours. Il n'y a pas encore le ponton Ricard. Donc c'est avant 1960, hein, puisque Ricard a acheté en 58. Et au fond, les ambiers là-bas. 1960, oui, c'est fort possible. Les filets qui sont en train de sécher sur le port. Là, ici, la Prud'homie, nous sommes ici, là, en train de regarder les photos, et moi de vous parler. Et ça, c'est la Prud'homie des Pêcheurs qui est sur votre droite à l'arrière, là. Hein. Donc ça, c'est pas vieux, là, ça vient d'être fait. Hein. Avant, il y avait la mer qui allait contre les maisons, là, ici, là. Là, c'est simplement pour montrer que les bateaux sont en bois et que les cagettes sont en bois et que les filets sont en gûte. Voilà, et ça, c'est pas l'armoise, ça tient, c'est pas celui-là l'armoise. C'était un câblier qui a passé des décennies. Il a passé la vie à dérouler des câbles au fond de la mer quand on a inventé le téléphone et qu'on a voulu relier l'Europe à l'Amérique et la France au Maroc, ou à l'Algérie et à la Tunisie. Il a déroulé des câbles toute sa vie, sous la mer. Allez. Le port à l'heure actuelle, ou à peu près, vas-y. Voilà.
Le ponton Ricard, c'est le premier ponton pour aller aux Ambiers, tout nouveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que Ricard, quand il a acheté l'île, il avait imaginé faire partir les bateaux depuis le bout de la plage du Crau, là-bas, au fond. Et c'est les commerçants du Brusque qui lui ont demandé de construire son ponton sur le port du Brusque. Ça ferait du monde sur le port. Le soukana, c'est la banane. C'est à siphonner dans la salle. Le soukana et le castelet, c'était deux bateaux, on ordonnait des bananes. Ils étaient arrondis de l'avant en arrière, comme ça. Ils tournaient bien sur place, mais ils étaient jaloux, comme on dit. Ils balançaient beaucoup. Ah, le super Koukoussa. Alors ça, vous savez où il est le super Koukoussa? Il est à Saint-Florent en Corse. Il part de Saint-Florent pour aller sur la plage de Saleccia. Il s'appelle le Popeye. Je l'ai rencontré en Corse. Et là, il y avait les joutes, vous voyez, à l'époque. Quand j'étais gamin, on faisait les joutes tous les soirs. Et les commerçants nous donnaient des primes. Et après, quand on avait touché des primes, on allait boire l'apéro et les couper. Voilà. Finalement, les commerçants, ils donnaient un petit billet, mais le billet revenait vite dans le commerce. Voilà, ça c'est la crêperie qui est derrière nous là-bas, hein, la crêperie, et le rond-point actuel, et le bar du Mistral, qui est maintenant les Saveurs du Brusque. Le bar du Mistral, quand j'étais jeune, c'était le siège du motoclub. On avait le motoclub, Monsieur Armand, qui nous prêtait tout ce petit recoin là. Et tous les vendredis soirs, en fin de semaine, on était des moulons et on préparait la sortie du week-end. On allait un coup en Italie, un coup en Espagne, un coup en Ardèche, voilà. Voilà, ben, vas-y, tu peux changer. La fontaine qui a tamaris, mais ça n'a pas toujours été un tamaris, ça a été un pin aussi. Vas-y. Voilà, l'ancienne fontaine, qui aujourd'hui c'est pratiquement la même. Bon, ça c'est pour montrer le nouveau bâtiment avec l'ancien, vas-y. Voilà. En 1970, on n'avait pas encore la culture du beau bâtiment, de la belle pierre, de l'historique. Il était sale, il n'était pas beau, il était un peu sale à l'intérieur, on l'a rasé, puis on a construit un immeuble. Les années 70, les 30 glorieuses, j'y reviens souvent. L'après-guerre, les congés payés, le tourisme qui se développe, la Nationale 7, Paris, Lyon, Marseille, la 4L, la 2 chevaux, la Dauphine, voilà. Et les gens, ils faisaient Paris, ils prenaient la Nationale 7, ils venaient sur la côte. Et un architecte, il faisait un rectangle comme ça y est, les appartements étaient vendus à l'intérieur. Il n'y avait pas besoin d'avoir un bureau de vente, c'était vendu sur plan. On avait perdu 5 millions d'hommes à la guerre, il y avait du travail, il y avait de l'argent, et les congés payés, voilà. C'était cette époque-là. Allez, voilà le grand hôtel et le lavoir ici, hein. Il n'y a rien de particulier sur celle-là à raconter. J'ai déjà tout dit, je pense, ou pas loin. Alors ça, voilà. Ça, c'est dans le port du Brusque. Vous voyez la jetée ici. Et ça, c'était, je vous dis, chez Paul, à la marine, où il y avait le grand hôtel. On y mangeait beaucoup de poissons et des langoustes. Et dans le port, il avait planté 4 piquets, il avait mis des planches, et il mettait des langoustes dans ce truc-là. C'était son vivier. Et quand on lui demandait 4 langoustes, il prenait la barque à fond plat, il fait 3 coups d'aviron, il soulevait le couvercle, il envoyait le salabre, il sortait 4 langoustes et il mettait dans ses pieds dans le bateau. Il revenait, il prenait les 4 langoustes qui tapaient, qui bougeaient comme ça. Ça vous va ça là, elle est assez grosse ou je change, voilà. C'était génial. Il avait les langoustes dans le port. Alors ça, c'est intéressant parce que vous voyez, la crêperie est ici, nous sommes au bout ici. Ça, c'est les bâtiments qui ont été construits après la guerre, d'accord? Vous allez voir comment c'était avant. Voilà, vous voyez ces maisons, elles sont toutes biscornues, ça c'est la maison de M. et Mme Arnaud, et tout ça, ces maisons n'avaient pas la même hauteur. Mais les Allemands, avant de partir, de rentrer chez eux en Allemagne, ils ont tout dynamité. Et après la guerre, ils ont été condamnés à payer en dédommagement de guerre la reconstruction. Et on a construit les maisons, vas-y Linda, ces maisons-là, c'est les Allemands qui les ont payées. Mais les pêcheurs ne les ont pas voulu parce qu'elles étaient trop loin de l'eau. Alors après, vas-y, on a reconstruit les maisons actuelles. Voilà, c'est ce que vous avez vu en première partie. Voilà, l'histoire. Oui, donc là, ben vas-y, on revient en arrière. Voilà, ça c'est où nous sommes. La Prud'homme est en train de refaire la façade et nous sommes installés ici. Regardez comment c'était avant. Voilà, vous voyez, l'eau venait contre les maisons qui sont là-bas, sur votre droite, au fond là-bas, face à moi, là. L'eau venait jusque là-bas. Et nous sommes sur la mer. Et la passerelle est en bois. Et là, vous voyez ça? Tout le monde sait ce que c'est, ça. Ce cabanon, là, tout le monde sait ce que c'est? Ah si, vous savez. C'est la cabane au fond du jardin. C'était les toilettes publiques. Pour être les chiottes. Enfin, c'est bon, tout le monde a compris? Voilà.
Alors ça, c'est les maisons de famille de Sifour qui venaient passer le week-end ou les vacances, qui après les familles s'agrandissant, mais ils ont un petit peu surélevé, maintenant ils ont un étage, c'est là aussi. Et voilà quoi, et ça c'est l'envers de l'Amandine, là, c'est quoi maintenant, le coiffeur, oui le coiffeur, Farley. Voilà. Bon là jeté, on l'a vu, vas-y, tu peux passer, voilà comme elle était avant. Par contre elle était beaucoup plus large ici aussi, elle faisait 40 mètres, maintenant elle fait 18 mètres, 20 mètres. Vas-y. Le bateau, le câblier de la marine, mais c'est pas l'armoire, c'est dommage. Vas-y Linda. Les filets qui sèchent, bon c'est bon, le charreton, l'ancien éclairage, l'ancien phare, bon on ne va pas rentrer dans les détails. Les posidonies, tout le monde sait ce que c'est que les posidonies, ce ne sont pas des algues, vous savez, ce sont des plantes. Ces plantes aériennes qui produisent de l'oxygène comme des plantes vertes, produisent de l'oxygène dans leur cycle. Et lorsque la mer avait reculé, parce que c'est pas la première fois qu'elle recule et qu'elle monte la mer, ces plantes aériennes, lorsque la mer est remontée, elles se sont adaptées à la vie sous-marine. Donc elles sont vertes au printemps, elles font des fleurs blanches comme des marguerites, blanches et jaunes. À l'automne, les feuilles vertes deviennent marron et elles perdent leurs feuilles. Et l'hiver, quand il y a Mistral, on les voit sur les plages. Et l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles font des gros tas d'algues. Alors les gens ils disent ah c'est dégueulasse, on laisse ça sur les plages, c'est pourri. Non, c'est très très bon parce que ça tient le sable. Ça tient le sable et ça filtre l'eau. Donc ça fait filtre et ça retient le sable. Donc on les laisse et on les enlève au dernier moment, en général au mois de fin mai, début juin, avant que les estivants arrivent pour se prélasser sur le sable. Mais il faut laisser les banquettes de poisonniers sur les plages. Voilà, donc c'est pour ça qu'on les protège. Au Brusque, avant on pêchait la sardine. Et là, cette image, elle montre la solidarité. Quand un pêcheur arrivait, il n'y a pas de congélateur, hein. Quand un pêcheur arrivait et qu'il avait le bateau plein de sardines, eh bien, tout le monde s'y mettait, quoi, hein. Même les chats. Hein. Il fallait que tout le monde donne un coup de main. Et c'était à charge de revanche. Quand la fois d'après c'était un autre, eh bien, tout le monde venait solidairement l'aider à démailler les sardines. Ça ne se fait plus, ça. Vous savez pourquoi? Parce que regardez la main-d'œuvre, là. Quand vous allez dans l'Atlantique ou dans la Méditerranée où on a des gros chaluts, le chalut c'est une grande corne d'abondance, un grand filet à papillon qui a une grande ouverture et qui va en cône sur 100 mètres, 200 mètres parfois, c'est très long. Et quand on le remonte à bord du bateau, on le renverse et on fait tomber les sardines directement dans la cale du bateau. Mais quand on les prend comme ça, dans les mailles du filet, une par une, il faut les défaire une par une. On ne peut pas dire on va vendre ça à 6 € le kilo, puisque pour démailler 1 kilo, il faut un homme pendant une demi-heure. Donc vous comprenez que des sardines de Méditerranée pêchées comme ça deviendrait trop cher, ce serait invendable. Donc en réalité, ça ne se fait plus. Donc des sardines, il y en a. Voilà, pareil, les petits poissons dans les cagettes, en bois. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, des gens qui sont là, parce que beaucoup ne le connaissent pas. Vas-y, Linda. Voilà, bon, les sardines, on les a vues, vas-y. Mais il n'y a pas que des sardines. Hein. Vous connaissez la crêperie, là, qui est derrière nous. Hein. Elle est toujours là, la crêperie. Hein. Voilà. J'en ai vu une dizaine de requins pêchés au Brusque dans ma vie. Voilà. Alors ça, c'est le restaurant. Quand vous arrivez de la plage du Gros pour entrer dans le Brusque, ça fait un virage à gauche. À droite, vous avez les chambres d'hôtes Villa Grilou. Et bien, de l'autre côté de la route à gauche, chez Francis, c'est appelé au Trou Normand. Le Trou Normand chez Francis. Voilà. La plage du Gros. À peu près aujourd'hui pendant l'hiver, par contre, parce que la plage est petite. Vas-y, Linda. Voilà la plage du Gros, au bas de l'avenue Robert Forer. D'accord? C'est-à-dire que ici, là, c'est où il y a les immeubles Ricard maintenant. Hein. Là, il y a la route qui va vers la Coudoulière. Là, il y a la Malo-Gineste. Et là, sur la droite, il y a le restaurant La Pêche aux Moules, si vous voulez. Voilà, hein, sur la plage du Crau. Vous voyez, voilà la plage du Crau, l'avenue Robert Forer qui monte ici, le restaurant ici, et le sentier des douaniers qui borde la mer jusqu'à Sanary. Mais pour aller à Sanary, il fallait prendre l'avenue des Palmiers, monter à Sifour au rond-point Robinson hein, et redescendre l'avenue de la mer. Hein. Il n'y avait pas de route pour Sanary. Ça, c'est la maison des Charmettes. Ce rocher-là, c'est où il y a le restaurant La Spiaggia, sur la plage du Gros. Ça, c'est la plage du Gros, le petit mur de soutènement pour le chemin des douaniers. La plage qui n'en est pas. Et cette maison a été détruite pour faire l'avenue qui monte, rejoindre l'avenue des Palmiers. Il faut savoir que Sifour, les plages, c'est pas vieux. Pardon. Avant, c'était Sifour, la plage.
Et c'est en 1972 qu'on a changé de nom, qu'on appelait Sifour-les-Plages. Il faut savoir que la plage du Cros, la seule plage de Sifour, c'est la Coudoulière. Les gens de Sifour, vous allez à la plage à la Coudoulière. Voilà. La plage du Cros, la plage des Charmettes, il n'en avait pas, c'est complètement artificiel. Et la plage de Bonne-Grâce, il n'y avait pas de plage, c'était que des pierres. C'est la municipalité, les différentes municipalités qui ont fait des plages artificielles pour pouvoir accueillir le plus possible de gens sans qu'ils soient trop serrés sur la plage de la Coudoulière. La plage de la Coudoulière, vous savez ce que c'est, puisque j'en parle? Le Coudoulet. Le Coudoulet, c'est un petit gravier. Le Coudoulet, c'est un petit gravier roulé. C'est le gravier rond, le petit gravier de rivière ou du bord de l'eau qui a roulé par les vagues et roulé sur roulé, il devient tout rond. Donc le Coudoulet, c'est le petit gravier rond. Alors parfois, il y a des gens qui disent « Oh, la Coudoulière, j'aime pas parce que c'est du gravier. » Je dis « Allez aux Sablettes. Aux Sablettes, c'est du sable. Et à la Coudoulière, c'est du Coudoulet. » Voilà. Ça, c'est la plage des Charmettes, donc. Alors, cette maison, vous la connaissez. Le propriétaire de cette maison, il est au fond, là-bas, tout en rouge. Alors, ici, devant cette maison, il y a maintenant le club de planche à voile qui est au bout du petit chemin derrière moi, là. On rejoint, là, hein, d'accord? Et là, il y a le club de planche à voile de Fred Bosson. D'accord? Et ensuite, ici, on a gagné... Là, il y a le dentiste, et là, on est à peu près à la Spiaggia, là, d'accord? Et tout ça, là, ça a été gagné sur la mer, on a fait le parking, puis après, sur la mer, on a fait la plage, etc. Et puis après, on a fait les 2 épis pour garder le sable. Si vous ne mettez pas les épis de chaque côté, le sable, il s'en va l'hiver, le courant. Vas-y, Lina. Voilà, sur la plage du Cros, la montée des Charmettes, ici, toujours. Hein. Cette maison existe toujours, là. Voilà, donc le rocher de la Spiaggia, ici. Hein. La maison dont je vous parlais à l'instant, elle est là, on la reconnaît. Vas-y, Lina. Voilà, ici... Vous voyez le talus? C'est maintenant, et là, l'avenue Robert Forer est ici. Maintenant, il y a tout l'ensemble d'immeubles des Charmettes. En face de la Spiaggia, d'accord? Et là, la route s'arrête ici. Là, c'est encore pas la route, c'est encore le sentier. Voilà, alors encore avant le talus, il n'y a même pas encore le muret de soutènement de la route, du chemin. Voilà, la plage du Gros. Hein. Donc, on a décaissé, vous allez le voir sur la photo suivante, on a décaissé pour faire l'immeuble. Bon, celle-là, on l'a déjà vu ou presque, vas-y. La maison que je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez, ici, la plage, elle est là, la plage. Hein. Vas-y. 1955, vous voyez, là, il n'y a toujours rien. Hein. On tapait contre le mur, hein, les vagues. Les gens venaient chercher un petit peu des posidonis. Alors, on ramasse la posidonie, on l'étale sur une terrasse, on attend qu'il pleuve 2 ou 3 fois pour enlever le sel. Et quand il a plus de 2 ou 3 fois que ça a bien rincé le sel, on l'étend sur les plantations. C'est de l'engrais. Voilà les immeubles. Vous voyez les immeubles? Le talus, il était là, le talus. Hein. Donc on a décaissé des milliards de tonnes de terre. Vas-y, Linda. Vous voyez là, qu'on a décaissé? Le talus était au bord de la plage et on a fait tout l'immeuble comme ça. Voilà l'immeuble qu'on a fait à la plage du talus. Vas-y, Linda. Alors ça, c'est un petit hôtel qui était au bout de la plage du Gros chez Hannibal. Hannibal, au début c'était la planche à voile, après c'était il livrait le mazout. Au bout de la plage à droite, juste à l'entrée du chemin du Gros, c'était un petit restaurant, il s'appelait Les Nids. En provençal, on dit les Niou. Les Niou. Vas-y. Voilà la maison dont je vous parlais de M. Robert Forer. Ça, c'est l'avenue Robert Forer qui arrive de la plage et qui monte à la maison de retraite, qui était un chemin de terre. Et il y avait évidemment le berger, toujours. Voilà, le rocher de la Spiaggia ici, voilà le talus. Hein. Vas-y, Linda, on en a beaucoup parlé. La région des îles, vous voyez ça, c'est 1970 aussi, vous voyez ça là. Tout ce qui est cube, c'est 1970. Voilà, et là, les immeubles Ricard, monsieur Paul Ricard avait acheté ce terrain, je l'ai dit, au départ, pour faire le départ des bateaux. Et après, comme il a fait dans le port, il a fait les immeubles qui sont là pour ses employés. Et 5-6 ans avant de mourir, il est mort en 97, monsieur Ricard. Dans les années 90, il a proposé à tous ses ouvriers qui le logeaient d'acheter l'appartement dans lequel ils habitaient. Il les a fait estimer, il leur a vendu moitié prix, et il leur a fait le crédit à taux zéro. Humaniste. Alors ça, on est au Rayolet. Alors ça, c'est le C16 du Rayolet. Là, on voit les serres de... Ça, c'est Guigou. Ça, c'est Priolio. Hein. Ceux qui font encore des légumes, les Priolio. Cromenaker.
et le restaurant et le camping, le Rayolet, qui est après devenu une CCAS de l'EDF aussi, mais maintenant il est redevenu un camping. La Coudoulière, ben voilà, la plage des Coudoulets. Et ici, là, vous voyez la Tuilerie, qui a été construite, je crois, en 1905-1906, et qui a été détruite en 1968. Donc il y a eu à peu près 60 ans de fonctionnement. Vous la voyez là, il y avait trois hauts fourneaux. Il y avait 3 hauts fourneaux, et c'est les propriétaires de la Tuilerie qui ont construit le port de la Coudoulière, de manière à pouvoir embarquer les tuiles à bord des bateaux et aller les livrer de partout en Méditerranée. En face, au Maghreb, ou sur les côtés, en Italie, en Espagne, il y en a partout. Tuilerie Romain Boyer. Chez moi, j'ai la chance d'avoir un gros tas de tuiles Romain Boyer, et parfois, quand je vais manger chez les amis ou quoi, je prends une tuile, je la brosse bien, je la fais belle, je réécris les lettres Tuilerie Romain Boyer avec le signe, en lettres d'or ou de cuivre, je l'enveloppe dans le papier journal avec un peu de paille qui dépasse. Voilà. Bon, oui, ben la plage du Rayolet, la Coudoulière, et la Tuilerie. Vous savez que la maison du cygne qui est derrière, c'est la maison du sous-directeur. On dit le directeur, mais c'était le sous-directeur. La maison du cygne, c'est devenu un centre d'art. N'hésitez pas à y aller. Il y a des expositions permanentes d'œuvres et on y fait souvent des concerts de musique aussi. Hein. Ça, c'est un torpilleur allemand qui a été en 1903, je crois. La date, je ne sais pas si elle est liée sur le côté, là, mais c'est 1903. Il a été coulé, il s'est échoué sur la plage. Voilà la Tuilerie Romain Boyer. Là, c'est là que vous pouvez louer les jet skis là, pendant l'été. Ici, là, ils sortent comme ça. Et là, on est au bout de la jetée. Vas-y, Linda. Voilà la Tuilerie. Là, on est vu depuis le parc de la Méditerranée. Voilà, là aussi, de la capitainerie du port à peu près, là aussi. Alors sur la Tuilerie, j'ai pas une anecdote, ça c'est des piles de tuiles. L'entrée de la Tuilerie, si vous connaissez la Coudoulière, vous voyez le Mafana, c'est le petit bistrot qui fait un peu lounge, musique, etc., bar, resto. Là où il y a le Mafana, c'était la porte d'entrée. L'entrée de la Tuilerie était là. Et quand j'étais gamin, que j'allais au lycée de Fonnefilleul à vélo, je passais sur la bascule, et il y avait la bascule pour poser les camions à l'entrée, ils chargeaient, et en sortant, ils payaient le poids qu'ils avaient chargé. Avec mon vélo, je faisais bouger l'aiguille, je la faisais bouger très très peu, parce que mes 35 kilos tout mouillés à l'époque, ça ne faisait pas bouger l'aiguille. Voilà, et là, il y a des familles de Sifour. Ça a marqué une époque. D'ailleurs, il y a toujours une association des anciens de la Tuilerie, les anciens et leurs enfants et petits-enfants. Il y a une grande nostalgie de cette époque. Je vais être très bref, mais je veux quand même en parler en hommage à ces gens-là. Pendant 60 ans, c'était un travail. Imaginez, 1906-1968. Les 3 quarts du temps, il n'y avait pas encore les vacances. On travaillait 6 jours sur 7, 12 heures par jour. La Tuilerie, vous savez, depuis le bord de l'eau, là où à la Coudoulière, il y a la voile blanche tendue au-dessus de la route. C'est ce qui désigne l'endroit par où les gens descendaient au port. Et si vous remontez à pied ce chemin, vous arrivez à la maison du cygne qui était l'entrée de la Tuilerie par l'arrière. Parce que n'oubliez pas qu'il n'y avait toujours pas la route. La route du bord de mer n'existait pas. On rentrait à la Tuilerie par le lycée de la professionnelle de la Coudoulière. Mais il n'y avait pas non plus la route du lycée professionnel. La route venait de l'avenue de la mer. Alors quand vous allez de Sifour à Saint-Lary, à peu près à mi-hauteur, à gauche il y a la piscine. Et bien quand vous rentrez sur le parking de la piscine, il y a devant vous des grands platanes. Et ces grands platanes, ils ont été laissés là quand on a fait le parking. C'était la route qui descendait tout droit vers le port de la Coudoulière. Il traversait le club de tennis, il traversait le terrain de foot, le rond-point de la Coudoulière, et il rentrait devant la maison du cygne, il descendait jusqu'à l'entrée de la Tuilerie. Et de part et d'autre de cette route, vous imaginez Lens, les corons, les cités ouvrières. C'était exactement la même chose, en briques rouges, puisqu'on avait de l'argile rouge ici. Et toutes les maisons étaient alignées, comme la chanson de les maisons alignées, là, le pied noir. Là. Je ne me souviens plus le nom. Pardon ? Les gens du Nord ont dans les yeux le mec qui n'ont pas d'or. Voilà, ben voilà. Si les maisons sont alignées, c'est pas souci d'égalité. Voilà. Et bien c'était ça exactement. Vous avez rez-de-chaussée, salon, salle à manger, cuisine, et en haut 3 chambres. Et c'était 99,9% d'Italiens qui voulaient travailler à la Tuilerie. Et il y avait
600 personnes qui travaillaient et logeaient dans ces maisons alignées depuis la vue de la mer jusqu'à la maison du cygne. Voilà ce que je voulais dire. Et j'ai eu un témoignage un jour que je projetais ces photos à Régnier, j'allais dire Sifour, en plein hiver. J'ai une dame dans Béagini, pour ceux qui la connaissent. Elle m'a fait un hommage à son mari qui vient de décéder, à tous les gens qui ont travaillé. Elle nous disait, un jour il est passé, l'inspecteur du travail, il nous a dit que les bagnards à Toulon travaillaient moins que nous. Il y avait un rythme, les hommes étaient au fourneau et nous les femmes portaient des briques sur des brouettes. À des moments, ils étaient tellement débordés et en transpiration devant aller au fourneau que l'on faisait exprès de chavirer les brouettes pour ralentir le rythme. Elle nous racontait ça, mais elle était en pleurs, elle pleurait. Et elle disait, mais c'était terrible, on travaillait 12 jours, on avait toujours la blouse, et on ne pouvait jamais. Mais on rencontrait son mari à l'usine, on rencontrait sa femme. Quand on avait un enfant, on le baptême, on invitait les copines et les copains de l'usine. Il y avait une vie sociale dans cette usine, tout en travaillant énormément. Et elle, à la fin de son discours qui a duré 10 minutes, en pleurs, elle me dit, et c'est les plus belles années de ma vie. C'était génial. Et devant, au premier rang, j'avais des gamins jeunes qui avaient entre 12 et 20 ans, là, et qui ont entendu ça. Et je leur dis, est-ce que vous avez une explication à donner à ça? On travaillait comme des sourds, et c'était les meilleurs moments de leur vie, quoi. D'ailleurs, ni les enfants ni les adultes ont pu donner une réponse à cette question, quoi. Mais ça, c'était quand même un moment assez extraordinaire. Bon, allez, hop. Toujours pareil, on est toujours au même endroit, Vasilina. Voilà, la construction du port en 1901, j'avais dit 1904 tout à l'heure. 1901, voilà. Donc c'est les patrons de l'usine, Robin Boyer, qui construit le port. On va aller un peu plus vite. La Creusa, c'est dans le port de la Coudouillère. Vous voyez, quand vous pensez que quand vous voulez mettre un bateau à l'année, ça coûte 10 000 euros. Hein. Là, vous voyez, il y a de la place. Hein. Bon, voilà. La Creusa. Alors là, on embarquait avec des brouettes, les briques qui étaient prêtes ici, ou les tuiles, et on les embarquait par des passerelles avec des brouettes. C'était beaucoup les femmes. Les hommes étaient au fourneau. Il y a des moments, ils chargeaient tellement le bateau que le bateau touchait le fond. Il fallait redécharger un petit peu des tuiles pour qu'il puisse appareiller. Suivante. Bon, les chariots, voilà, le site qui était exploité. Ça, c'est l'usine en déconstruction en 1968-69. Voilà, c'est juste pour vous montrer, vous voyez, les chevaux, les charrettes, les tuiles, il n'y avait pas beaucoup d'engins à moteur. Hein. Voilà, les briques, vous voyez les briques, on attrapait les gobes avec ça, tu l'as fait toi ça, hein, dans la lagune, on mettait ça dans la lagune et les gobes ils rentraient dedans, après on mettait les mains sur les côtés, on pêchait les petits poissons. Voilà, la Creusa avec quelqu'un qui est en train d'embarquer à bord. Une anecdote aussi, il y avait les tuiles rectangulaires, mais il y avait aussi les tuiles rondes. Et les tuiles rondes, on les moulait sur les cuisses. Alors, selon la grosseur des cuisses, il n'y avait pas les mêmes tuiles. Alors il fallait faire des palettes de tuiles de la même personne pour avoir les mêmes diamètres de tuiles. Voilà. Selon qu'on pèse 60 kg ou 130 kg, on n'a pas les mêmes cuisses. Voilà, ça c'est la famille. Je recherche des photos de famille de plus en plus. Si vous avez des gens autour de vous qui veulent bien m'en prêter, ça c'est la famille Morciani. Voilà. Voilà, c'est pour vous montrer le site aujourd'hui de la Coudouillère et le site après. Là, l'usine a été toute détruite. Vous voyez, voilà, et c'est là qu'après on a commencé la construction. Et vous voyez, le Mafana est ici. La porte d'entrée de l'usine est là, vous voyez. On rentre dans l'usine ici comme ça. Et donc sur le port, vous tournez sous les grandes voiles blanches et vous remontez à pied. Et la maison du cygne est ici. Et vous voyez, le terrain de foot, il est là. Et les ouvriers étaient logés tout le long ici. Voilà, je crois. Ah, Madame Bonneau, la seule femme pêcheur du Var. C'était ma voisine, extraordinaire femme. À 70 ans, elle a voulu passer le permis de conduire, elle avait joué 5 ou 6 fois, elle a dit moi j'arrête. Alors là, voilà, Madame Delgrossi et Madame Bonneau, elles ramandent, elles refont lorsqu'un gros poisson déchirait les mailles. Avec tellement l'habitude avec les écartements des doigts, elle fait des mailles dans la perfection de 30 par 30, 40 par 40, 50 par 50, selon la taille du poisson qu'on voulait attraper. Mais à une vitesse incroyable. Un trou de 1 mètre par 1 mètre, il leur fallait une demi-heure pour le réparer, quoi. C'est comme les dentelières, quoi. Ouais. Adrien Gnan. Son arrière-petit-fils s'appelle Adrien aussi. Voilà, bon. Ça, c'est Charlot Christian, le papa d'Aurélien Dupiadon. Bon,
Un girolier, voilà, un girolier. Je les fabrique, moi. C'est fait avec de la bruyère. Et il faut faire un cône pour que la girelle ait envie de descendre. Et après, elle ne peut plus ressortir. Bon, enfin, c'est toute une technique qui est formidable. Bon, ritou. Bon, là, on va rentrer dans les détails. C'est pas la peine. On peut s'arrêter là, je pense. Voilà. Vas-y, ou alors passe vite, je sais pas. Ça, c'est le lèbre. Oh, vas-y. Celle d'avant. Voilà. Il est mort la semaine dernière. Bébert Laure. Bébert Laure et Jeannette Laure, la poissonnière. Et lui, Bébert Laure, le pêcheur. Ma maman, mon papa. La famille à Lyon. Alors, il y a tout le monde. Robert Forer en train de sculpter la Vénus. Non, c'est pas la Vénus, elle est plus grosse que ça, la Vénus. Voilà. Ouais. Ça, c'est la fabrique de boules de pétanque. On fait un rond dans du buis, et après, c'est les femmes qui clouaient clou par clou. Oh, c'était génial. Vous plantez le premier clou à fond, et après, vous plantez le clou au ras, la partie pointue du clou, au ras de la tête du clou d'avant. Et après, vous faites la coquille d'escargot. Vous faites tout le tour de la boule, après, vous retournez la boule, et vous finissez avec le dernier, ça se réduit, et le dernier clou, bam, il tient tout le monde. Ça se défait plus. Et c'est génial, mais j'en ai plein à la maison, et si vous en avez, gardez-les, ça coûte une fortune. Une fortune. Ben voilà, les employés de la tuilerie, hein, je vous fais un petit hommage si vous voulez, avec les machineries, les presses, hein. Voilà, l'argile. Bon, vas-y, passe vite, Linda, les commentaires, c'est juste pour se mettre un petit peu dans les yeux la vie d'avant, quoi, voilà, hein, à la tuilerie. Vas-y. C'est fini? C'est fini? Je vous salue, merci beaucoup. Si vous avez des questions à me poser, vous avancez. Et je suis prêt à rester là jusqu'au bout de la nuit pour vous répondre. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas, avancez-vous si vous avez des questions.